Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour continuer notre cours sur la République romaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation de la population de Rome et l'organisation des institutions à Rome. Alors, si vous vous souvenez de nos derniers cours, nous avions laissé cette population romaine sous la domination d'un peuple voisin qui s'appelait les Étrusques. Si on se réfère à la mythologie ou à l'archéologie, on sait qu'à un moment donné, la ville de Rome, même si elle a été fondée par le peuple des Latins, elle est passée dans la fédération étrusque et différents rois étrusques vont régner sur la ville. Là encore, l'archéologie comme les mythes fondateurs nous donnent différentes informations qu'il faut réunir, relier, pour avoir finalement une histoire à peu près compatible. Cette histoire, elle nous raconte, d'après le mythe fondateur, que le tout dernier des rois étrusque, qui s'appelait Tarquin Superbe, était quelqu'un de tyrannique, de violent, d'agressif. Et qu'à un moment donné, il s'en serait pris à une femme de la population romaine, Lucrèce, une femme extrêmement populaire et appréciée dans la ville, et qu'après s'en être pris à elle, la population se serait soulevée, aurait renversé les rois étrusques et décidé de prendre son destin en main. À partir de là, à partir donc de 509 avant Jésus-Christ, les Romains font s'effondrer la monarchie et décident que plus jamais ils n'accepteront qu'il y ait un roi dans leur cité. Ils vont décider de fonder un nouveau modèle, une république. Nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Cette république, elle repose sur deux éléments importants. Sa population, ce que nous allons voir tout de suite, puis des institutions solides. Pour ce qui est de la population, dans un premier temps, il faut répartir déjà la population romaine en deux catégories. Ceux qui n'ont aucun pouvoir. Ce sera les femmes, les enfants, les esclaves et les étrangers. Ceux-ci peuvent être présents à Rome, mais ils n'ont aucune fonction à occuper au sein de la République. Et ils n'ont aucun droit en théorie. L'autre catégorie qui a des droits, qui en théorie contrôle la cité, c'est ce qu'on va appeler les patriciens. Alors ce mot de patricien, il vient de patriarche, pater, c'est-à-dire tout un tas de mots dont l'étymologie nous renvoie à père. Le père de famille, le père de la nation, etc. Ces patriarches, vous en avez un exemple sur la statue qui apparaît tout de suite en vidéo. Sur cette statue, vous avez de représenter un patricien romain. À quoi est-ce qu'on le reconnaît? Dans un premier temps, il porte ce qu'on appelle une toge, cette longue robe blanche que portent tous les Romains influents, importants, pour montrer qu'ils ont du poids au sein de la société et qu'ils sont anciens. Les autres ne portent pas la toge, ils portent des tuniques. Cette toge marque donc un statut, et on voit aussi deux autres éléments importants sur ce document. On voit que le personnage représenté semble porter dans ses bras, dans ses mains, la tête ou le buste de deux personnes. Ces deux personnes ont des traits physiques communs avec lui. On peut en déduire que ce sont probablement une représentation de son père et de son grand-père. Il veut montrer son attachement finalement à son lignage, à ses ancêtres. Si on doit analyser ce document, tout simplement, vous avez la représentation de quelqu'un qui prétend descendre d'une famille illustre, importante, qui est fier de ses origines. Parce que pour lui, ses origines remonteraient jusqu'à la fondation de Rome, et s'il avait les statuts de tous les membres de sa famille, il prétend que l'un de ses ancêtres était probablement l'un des compagnons de Romulus et Rémus. Ces patriciens, tels qu'on va les appeler, donc ces pères de la nation, les pères de la terre, sont ceux qui prétendent être là depuis la fondation de Rome et leurs descendants. C'est une petite communauté qui est extrêmement fermée sur elle-même, qui tient à la pureté de son lignage, qui se marie entre elles, qui va éviter d'aller au-delà. Par contre, ce sont ceux qui ont le pouvoir politique, qui possèdent la terre, qui sont généralement riches, et ce sont ceux qui ont les droits et les privilèges. Par contre, ils doivent se battre pour Rome. Ces patriciens, ce sont donc eux qui contrôlent la cité. Par contre, même au sein de ces patriciens, il y a une hiérarchie du plus riche des patriciens, et ensuite on descend jusqu'au plus pauvre des patriciens. Ça, nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. L'autre catégorie, ce sont ce qu'on appelle les plébéiens. Ces plébéiens, ils ont des droits, eux aussi. Ils peuvent posséder la terre, ils sont généralement commerçants, paysans. La particularité, c'est que finalement, ils sont moins importants que les patriciens parce que eux,
on considère qu'ils sont arrivés après la fondation de Rome et ils ne descendraient pas des fondateurs. Donc, ils ont un rôle moins prestigieux. Eux aussi sont classifiés du plébéien le plus riche au plébéien le plus pauvre. Attention, certes, les patriciens sont supérieurs aux plébéiens, mais les plus riches des plébéiens sont souvent plus riches que les plus pauvres des patriciens, ce qui rend une situation un petit peu particulière. À Rome, on veut mélanger la population, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle une gens. Une gens en français serait donné le mot les gens. Vous savez, ce terme que vous employez un petit peu à tort à travers. De nos jours, quand on dit les gens, ça veut dire des personnes un peu indéfinies qu'on ne connaît pas. À Rome, c'est totalement l'inverse. Quand vous êtes dans la gens, dans la gens réellement, vous êtes finalement dans un système où vous avez un protecteur, généralement un patricien aisé, et en dessous de lui, vous avez ce qu'on appelle ses clients. Et ces clients, ce sont d'autres patriciens, beaucoup plus pauvres, mais majoritairement des plébéiens. Et le patricien va donner à ses clients régulièrement de l'argent, des cadeaux, pour s'assurer de la fidélité des autres. Les membres de votre gens, vous les protégez, vous les entretenez, un petit peu comme les seigneurs médiévaux, en échange de quoi, bien sûr, vous attendez la fidélité et le soutien lors des élections. Ça paraît relativement logique. Ces gens sont donc extrêmement importantes et elles vont se mélanger petit à petit à la notion de famille. Chez les Romains, la gens comme la famille sont très très importantes puisque on tisse un lignage à partir de ça. On va donc pouvoir avoir parfois des ancêtres extrêmement importants. Jules César appartient au lignage des Julii. Et Julii, ça vient de Iule, qui n'est autre finalement que l'un des ancêtres de Romulus et Rémus. Il prétend finalement venir de quelqu'un de très important. De la même manière, les Romains vont avoir souvent tendance à adopter des enfants, adopter des membres de sa gens ou de sa famille, des neveux, des cousins, pour entretenir finalement le lignage, pour s'assurer que le pouvoir, que la richesse reste dans le même groupe. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, on va passer à une deuxième partie. Le deuxième élément important de la cité à Rome, ce sont les institutions. Les Romains ont créé différentes institutions pour permettre de répartir le pouvoir entre tous les membres de la société, de tous les membres de la ville, patriciens et plébéiens, en théorie, et sur un modèle très strict. Déjà, ça se passe par des élections. Ces élections, elles se font chaque année, comme chez les Athéniens. On a un mandat d'1 an, et là aussi, on doit présenter un programme. On est élu selon la volonté du peuple qui se réunit en comice. Cette comice, c'est tout simplement l'assemblée des citoyens. On se réunit sur le forum, la place centrale, et les comices sont appelés pour pouvoir voter. Petite particularité, pour pouvoir aller voter, on y va à la queue leu-leu, du plus riche patricien au plus pauvre patricien, puis du plus riche plébéien au plus pauvre plébéien. Ces élections, elles ont ce caractère un petit peu particulier, qu'il n'y a pas de majorité absolue ou de majorité relative chez les Romains. Pour pouvoir être élu, ou pour faire passer une loi, il faut obtenir un certain chiffre. Quand ce chiffre est atteint, on arrête les élections, et ceux qui n'ont pas encore voté rentrent chez eux. Donc si on est logique, ça veut donc dire que, en théorie, les patriciens votent et leurs gens se votent comme ils veulent. Donc dans ces cas-là, la plupart des lois ou la plupart des élus seraient des patriciens. Et dans la pratique, c'est encore plus sournois que ça. Ça veut donc dire que les patriciens commencent à voter, et à partir du moment où ils ont voté, souvent, il n'y a plus besoin de faire voter les autres. Ce qui veut dire que parfois, les plus riches plébéiens votent, mais dans la majorité des cas, finalement, le pouvoir reste entre les mains des patriciens, donc soyons logiques, la plupart des lois sont favorables aux patriciens et pas aux plébéiens, et de la même manière, la plupart des élus sont des patriciens. Ça va fortement déplaire à la plèbe, qui, au cours de son histoire, va parfois être un petit peu agité, se révolter, justement en disant « Puisque on a le droit de se battre, on doit avoir le droit d'exercer notre politique. » Parfois, cette situation va être très tendue, puisque Rome ne peut pas se battre, puisque les plébéiens sont l'essentiel de la population romaine. Les patriciens vont gruger. Ils vont proposer aux plébéiens
un certain nombre de postes. Les édiles de la plèbe, les tribuns de la plèbe. Mais en gros, ça veut dire que vous avez un poste par-ci par-là, mais que les patriciens, dans tous les cas, conserveront le pouvoir durant toute la République romaine. Maintenant, si on s'intéresse aux différentes institutions, les Romains fonctionnent comme les Athéniens, c'est-à-dire qu'ils ont des magistrats. Ces magistrats, on leur donne une fonction qu'ils doivent exercer pendant 1 an au sein de la cité. Comme à Athènes, c'est le magistrat qui doit payer pour mettre en place sa fonction. C'est-à-dire que là encore, seuls les riches peuvent véritablement exercer le pouvoir politique. On est donc dans une oligarchie et pas dans une démocratie. Différents types de magistrats vont être mis en place. Généralement, on va faire par étapes les différentes magistratures pour progresser, pour montrer finalement qu'on est de plus en plus important au sein de la cité de Rome. C'est ce qu'on va appeler la carrière des honneurs. En théorie, pour être un vrai patricien romain, on doit suivre toutes ces étapes les unes après les autres. Alors on peut stagner un moment, on peut revenir en arrière si on a envie, mais le but c'est d'avancer petit à petit. Et on ne peut pas avancer si on n'a pas fait chaque marche. Nos magistrats, ils correspondent à différentes fonctions. Et nous allons partir de la plus basse et remonter année par année à celle que vous pouvez exercer au cours de votre carrière des honneurs. Tout en bas, vous avez ce qu'on appelle les quaesteurs. Ils sont au nombre de 8. Leur fonction est de lever les impôts et donc de préparer le budget de la cité de Rome. L'année suivante, vous pouvez devenir l'un des 4 édiles. Ces édiles, ils ont plusieurs rôles extrêmement importants. Le premier, c'est eux qui s'assurent de la sécurité, de l'entretien des voiries ou tout simplement du service des pompiers de Rome. Donc c'est eux qui assurent la sécurité. C'est eux qui s'assurent aussi que certaines rues soient éclairées la nuit. Et enfin, rôle très essentiel, c'est eux qui doivent s'assurer que Rome a toujours de quoi manger. C'est-à-dire que sur leur propre argent, ils doivent s'assurer d'acheter suffisamment de grains, suffisamment de céréales, suffisamment d'huile pour pouvoir revendre à la population en cas de crise et s'assurer que cette population n'achète pas un pain qui soit trop cher. Donc, ils sont en permanence en train de chercher de l'argent et donc de chercher aussi de quoi nourrir la population romaine. C'est sans doute l'une des fonctions les plus compliquées. Une fois que vous avez été élu édile, vous pouvez devenir l'un des 2 préteurs. Les 2 préteurs, ce sont eux qui gèrent la justice à Rome. On arrive enfin aux grandes carrières des honneurs, à celles qui sont extrêmement importantes. La plus célèbre, c'est la fonction de consul. 2 consuls sont toujours en activité. Ces consuls, ils ont plusieurs fonctions. 1, ce sont eux qui dirigent la cité. 2, ce sont eux qui dirigent l'armée et les campagnes militaires. 3, ce sont eux qui vont proposer les lois que les comices vont pouvoir voter par la suite, donc l'Assemblée du peuple. Ces consuls, pour pouvoir l'être, il faut avoir plus de 37 ans, puisqu'on considère qu'il faut être expérimenté, sage, et vous ne pouvez pas être consul 2 années d'affilée. Il faudra d'abord passer par un moment où vous serez redevenu simple citoyen. Les consuls sont élus parce qu'ils sont importants, influents, mais eux aussi ça leur apporte une forme de popularité. Les Romains, ils n'ont pas un calendrier comme le nôtre. Leur calendrier commence en -753 à la fondation de Rome, et pour donner le nom de chaque année à Rome, on prend le nom des 2 consuls en activité. Ce qui fait que vous serez connu dans l'histoire romaine une fois que vous avez été élu. Lors des campagnes militaires, ce sont eux qui dirigent donc l'armée. En théorie, un consul reste à Rome pour gérer la cité, un consul part faire la guerre. Faire la guerre pour un consul, ça apporte énormément de prestige et d'argent bien entendu. Si vous faites une bonne campagne militaire, vous allez ramener beaucoup d'or, beaucoup d'esclaves, et ça va donc satisfaire la population romaine qui, dans certains cas, peut organiser ce qu'on appelle un triomphe. Ça veut dire que vous reviendrez à Rome, que vous serez sur le char de tête en tant que consul, et derrière vous, les autres chars amèneront les objets précieux, les armes prises sur les ennemis, et encore derrière, vous aurez tous les esclaves qui ont été ramenés. Il ne faut pas oublier que les esclaves font l'essentiel du travail à Rome. Lors de ces triomphes, toute la population romaine vient vous acclamer sur le bord de la route. Ça a donné finalement la notion d'arc de triomphe, puisque certains de ces arcs seront construits justement pour célébrer soit un général victorieux extrêmement important,
et plus tard les empereurs romains feront de même. C'est pas pour rien que Napoléon Bonaparte, finalement, quand il sera Napoléon, fera la même chose à Paris. Ces consuls, donc, sont extrêmement influents. Au-dessus d'eux, en théorie, il y a un rôle qui est assez honorifique. Ce rôle, c'est le rôle des censeurs. Ça a donné le mot français de recenser, ça veut dire compter, tout simplement. Ces deux censeurs doivent compter le nombre d'habitants à Rome. C'est quelque chose qui paraît un petit peu inutile, et pourtant, c'est vital. Pour la première raison, parce que vous saurez combien vous aurez de soldats pour l'année. Deuxième raison, vous saurez aussi tout bêtement combien d'argent vous pourrez lever dans les impôts prochains. Donc, ils doivent régulièrement compter la population romaine pour que ça fonctionne correctement. Une fois que vous avez exercé toutes les carrières des honneurs, vous êtes considéré comme quelqu'un de très important à Rome. Et les anciens magistrats peuvent entrer dans une chambre, dans ce qu'on appelle le Sénat, qui regroupe 300 sénateurs qui sont chargés de prendre les grandes décisions, de superviser le consul, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, et de superviser finalement tout ce qui se passe à Rome. Ces 300 sénateurs sont en théorie les 300 anciens magistrats, 300 patriciens, on va être très honnête, qui sont les plus influents dans la ville de Rome. Il existe une dernière magistrature, mais c'est une magistrature qui n'est pas permanente et qui intervient dans les moments où la situation est catastrophique. On a vu tout à l'heure que ceux qui dirigent la cité, ce sont les deux consuls. Or, ça a ce gros inconvénient que si vous avez une décision et que l'autre n'a pas la même, vous pouvez rapidement vous opposer. Et à plusieurs moments au cours de l'histoire de Rome, il y a comme ça des consuls qui vont s'opposer les uns les autres et provoquer des guerres civiles. Marius contre Sylla, ou, plus célèbre, Pompée et Jules César, qui était son beau-père, qui seront consuls et qui vont se détester régulièrement. Ça va engendrer plusieurs guerres civiles au cours de l'histoire romaine, et dans ce cas-là, le Sénat peut décider de nommer pour 6 mois une personne particulière. Cette personne, c'est ce qu'on appelle un dictateur. Ce dictateur, il a les pleins pouvoirs pendant 6 mois. Son but, c'est de ramener la paix et de s'assurer finalement que les institutions vont fonctionner à nouveau. De la même manière, on peut appeler un dictateur si les deux consuls meurent. À la guerre, maladie, etc. Alors de nos jours, quand on dit dictateur, c'est un mot très péjoratif. Pour nous, un dictateur, c'est quelqu'un de sanguinaire, de violent, d'agressif. Un petit peu comme la notion de tyran qu'on avait vu chez les Grecs. Mais comme le tyran, finalement, ce dictateur, à l'époque antique, c'est quelque chose d'assez positif. Puisque certes, il a les pleins pouvoirs, mais son but, c'est de ramener la paix, la sécurité. Et une fois que c'est fait, il rend ce pouvoir quand il a fini, ou au bout de 6 mois maximum. Et après, la société redevient normale. Le terme va évoluer petit à petit, puisque Jules César sera le dernier grand dictateur de Rome, et qui va commencer à se débarrasser de ses opposants pour prendre le pouvoir. C'est pour ça que le mot a évolué avec le temps. Les magistrats sont donc ceux qui dirigent la cité. Ce sont ceux qui prennent les grandes décisions. Rome, nous on l'a vu, c'était une petite ville, mais une ville très organisée, très hiérarchisée. Maintenant, on va essayer de voir comment cette petite ville, cette ours, va passer d'une ville simple à un empire territorial gigantesque. C'est-à-dire qu'on va voir comment les Romains, finalement, sont un peuple de guerriers. Je vous remercie de votre attention, je vous retrouve très vite pour la suite. Bonne journée à tous.